Laurence Adam, bonjour. Vous êtes la responsable d'Article 27 ici à Bruxelles, une association qui existe maintenant depuis bientôt 15 ans et qui a fait un gros travail sur la rencontre entre les différentes formes d'expression culturelle et les publics. Qu'est-ce qui a bougé ces 10 dernières années? Je crois que déjà quelque chose qui a changé, ça pourrait être le regard qu'on porte sur les personnes qu'on dit désengagées ou exclues de la participation culturelle. Euh, Avant article 27, les gens n'allaient pas dans les lieux culturels, ne les fréquentaient pas simplement parce qu'il y avait un problème financier. Mais on parlait en même temps d'une forme d'acculturation, voilà, il y avait des concepts qui traînaient comme ça. Et donc, on se disait qu'il y avait une partie de la population qui ne pouvait pas entrer en lien avec les œuvres. Avec article 27, c'est ce premier pas financier qui a été fait, eh ben, on a pu remettre un petit peu les gens au centre de leur relation à la culture et donc voir qu'effectivement toute personne est porteuse de culture et peut avoir une relation avec une œuvre, peu importe son niveau d'éducation, etc., ou le contexte, dès le moment où il va être déconstruit, parce que évidemment, ce que les institutions culturelles peut-être ont pris conscience, c'est qu'elles-mêmes, elles portaient des freins. Et donc, elles les portaient en elles-mêmes. Et donc, ça peut être dans l'accueil, ça peut être le bâtiment même qui va être lui-même un frein, les codes d'accès, etc. Mais dès le moment où on peut déconstruire tout ça et que la personne se retrouve face à une œuvre, alors à ce moment-là, elle peut évidemment ressentir, comprendre et vivre cette relation avec l'œuvre. Et très vite, quand vous avez lancé Article 27, vous ne vous êtes pas limité à la dimension accès aux œuvres, vous avez très vite aussi mis en parallèle la participation à la production culturelle. Oui, c'est-à-dire que c'est un chemin qui est intéressant, c'est que pour nous, on ne va pas opposer l'accès aux œuvres et la participation culturelle. C'était aussi quelque chose qui se passait, c'est qu'on était soit acteur dans un groupe amateur, ou bien on était spectateur et il n'y avait pas cette connexion-là qui pouvait se faire. Il y avait les professionnels, les amateurs et les gens qui regardaient. Ici, nous, ce qu'on a vraiment pu constater, c'est qu'à partir du moment où on est en relation avec une œuvre, on va aussi poser un regard autre qui est sur la société. On peut encourager ce regard de toute une série de manières. Et puis après, on peut avoir envie d'expérimenter une pratique artistique et puis peut-être après avoir envie de dire quelque chose par le biais de cette pratique artistique. Et tout ça est global, la personne est complète dans son rapport à la culture. Ce que vous avez amené de neuf, et ce serait peut-être bien d'en faire un mini bilan, c'est d'articuler des institutions sociales avec des institutions culturelles. Oui. Donc effectivement, maintenant, on a 150 partenaires sociaux, 160 partenaires culturels. Et au sein de ces institutions sociales, il y a à chaque fois un relais. Ce relais est en charge d'accompagner les publics vers la participation culturelle. Et donc, en face ou avec, il y a les institutions culturelles et en leur sein, il y a aussi des relais qui sont plus particulièrement en lien avec nous et qui vont essayer de voir comment leur structure peut s'ouvrir. Et donc, aussi bien les institutions sociales que les institutions culturelles font à ce moment-là œuvre de médiation. Le travailleur social, quand il est en train de parler de propositions culturelles dans leur sens large, et l'institution culturelle, par le biais de ce travailleur-là, quand il est en train d'essayer de se déplacer vers les publics. Et c'est ce trajet-là qui est intéressant. C'est-à-dire que l'institution culturelle va se déplacer, mais aussi matériellement, on va trouver des lieux culturels qui vont proposer des animations dans les associations, qui font des visites hors les murs. Et alors, on va se trouver dans un centre alpha en train de faire de la danse contemporaine. Et donc, c'est ça qui va être intéressant, c'est de pouvoir effectivement faire cette fusion pour cette appropriation de la dimension culturelle. Alors, après 15 ans, l'article 27 s'est installé dans le paysage, tant en Wallonie qu'à Bruxelles. Euh, Comme tu l'as rappelé, un certain nombre de difficultés de nature économique ont été un petit peu rencontrées. Depuis, la situation économique s'est considérablement dégradée. Les chiffres de la pauvreté sont affolants. Et donc, c'est quoi le nouveau défi demain pour l'article 27 pour dépasser les difficultés actuelles? Déjà, article 27, pour le moment, on pourrait le considérer toujours comme un pansement sur une jambe de bois.
dans son sens le plus strict, c'est-à-dire que à Bruxelles, il y a 270 000 personnes qui vivent sur ou sous le seuil de pauvreté et que nous, potentiellement, via les associations sociales, on en touche 10-15 000. Donc, il y a 10-15 000 personnes qui fréquentent les lieux culturels. Pour, par rapport à l'offre culturelle, utiliser 30-40 000 tickets par an. On pourrait se dire que c'est intéressant, sauf qu'on touche donc du public qui est uniquement lié à des associations. Ça veut dire que les personnes qui sont très isolées ou bien qui ont un petit revenu, mais des enfants, et donc qui n'arrivent pas déjà à joindre les deux bouts, elles ne peuvent pas non plus venir chercher les tickets article 27. Donc là, on a un réel défi, ce serait de voir comment l'offre culturelle pourrait être réellement accessible à toute personne qui vit sur ou sous le seuil de pauvreté. On a des pistes et on aimerait vraiment s'associer à une réflexion avec d'autres structures pour voir comment faire ça. Et ça concerne alors aussi bien les institutions culturelles que le politique à ce moment-là. Justement, ça, concrètement le prochain ou la prochaine ministre de la Culture, de votre point de vue, qu'est-ce qu'elle doit mettre en place pour vous aider à faire ça? Donc, pour nous aider à faire ça, elle doit évidemment entendre ce qui se passe sur notre terrain, mais elle doit aussi se décider sur une action profonde pour restituer la participation culturelle des publics avec d'autres comme le PAC, comme d'autres structures, pour pouvoir réellement faire changer les choses. Et ça, c'est au niveau peut-être de l'offre culturelle. Maintenant, au niveau des structures, des institutions culturelles, le travail de médiation culturelle qui est fait par des travailleurs, il est parfois d'initiative individuelle, parfois soutenu par les institutions culturelles. Il n'est pas suffisamment reconnu. Il y a un défi là qui serait de pouvoir organiser la formation. Quand on travaille dans le champ culturel et en même temps dans le champ de la lutte contre la pauvreté, il y a une dimension politique qu'il faudrait pouvoir saisir pleinement et donc pouvoir développer des actions qui nourrissent la lutte contre la pauvreté par le biais de la participation culturelle. Ça, c'est encore un autre défi. Pour les travailleurs sociaux qui sont au sein des associations sociales, il y a aussi évidemment une place qu'elles occupent et ils sont soutenus par leurs institutions sociales pour la plupart, mais il faudrait pouvoir instituer aussi ce travail. La formation devrait pouvoir l'aider aussi. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent que ceux qui vivent dans la très grande pauvreté aujourd'hui, ils ont bien besoin d'autre chose que de culture? Mais alors, on est toujours dans cette relation, on veut opposer les choses, mais nous, on ne veut pas les opposer. On veut que le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'enseignement soit accompli. Et dans le même temps, on veut que les gens aient le droit de nourrir leur esprit, leurs sensations, leurs émotions. On veut que les gens puissent avoir une vie de qualité. C'est juste par rapport à cette dignité humaine qu'on veut entendre concrétiser. Et comment on peut avoir envie de l'opposer.